Alors, ouvrir le mental sur le silence. Notre intellect est bavard et dans la spiritualité, nous cherchons souvent à le faire taire, mais notre mental va au-delà de lui. Nous pouvons l'orienter vers le silence et nous mettre à l'écoute d'une voix plus lumineuse et source de véritable avancée. La première chose à considérer, c'est que le mental est un sens. Comme la vue ou l'ouïe, un sens transforme une vibration en information. L'oreille ne perçoit pas de son, il n'y a pas de son. L'oreille perçoit des vibrations. Par exemple, dans l'espace où il n'y a pas d'air, nous n'entendons pas de son et pourtant il y a des vibrations sonores qui existent. D'ailleurs, la NASA a déposé sur Internet les sons des différentes planètes, Jupiter, Saturne, la Terre. On peut consulter ça sur Internet, c'est assez extraordinaire. Voilà, la reconstitution sous forme sonore des vibrations émises par les planètes. Couramment, notre mental perçoit les sensations et les émotions. Beaucoup les sensations qui amènent une toile de fond mentale, c'est toutes les réflexions comme il fait froid, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, ça monte. Voilà, le mental est un sens de synthèse par rapport à toutes nos autres sens. Il établit une globalité de la situation. C'est pourquoi il était appelé le sens commun. Toutes les sensations sont synthétisées dans l'élaboration mentale et dans cette toile de fond qui nous accompagne sans arrêt. Le mental couramment perçoit aussi les émotions. Bon, ça on connaît bien, c'est tous les commentaires que l'on fait qui peuvent se résumer en j'aime pas, en gros. Les réseaux sociaux ont bien concrétiser ça dans les likes, les pouces en haut, pouces en bas. C'est spécifiquement ces réactions que l'on a, plus ou moins immédiates, plus ou moins spontanées. Ces commentaires que l'on fait, c'est un très beau film, il aurait pu faire attention, j'ai de la chance. Voilà, on est constamment en train de commenter les événements, les autres aussi. On a tous nos réactions émotionnelles que le mental met en mots, met en forme verbale et en pensée. Les émotions s'expriment aussi beaucoup dans nos opinions. On sait que dans le choix de vote que les uns et les autres font, l'image est très importante. La réputation est très importante, les réactions de peur, de colère, et en fait, on a souvent une connaissance très limitée du programme des candidats. C'est pas trop leur programme qui détermine notre vote, c'est beaucoup plus ces réactions émotionnelles, très souvent superficielles, que le mental hérite des émotions qu'il met en forme, en décision, en choix, mais en fait qui viennent beaucoup de nos émotions. Les opinions pour ou contre, c'est du même genre. Est-ce qu'on est pour ou contre le port du voile dans le lieu public? Bon, il y a des réactions de l'ordre de la révolte féminine d'un côté, de l'autre il y a des attachements à la tradition, à la religion, sur les différents sujets où on a à se situer en accord ou en désaccord. Si l'on regarde fondamentalement tout ça par beaucoup des émotions. Donc ça, ce sont toutes les sources qui amènent les élaborations du mental, les constructions sous forme de pensées, d'idées, de mots du mental. Ça, ce sont les sources en bas par rapport à lui, les sources plus denses, plus physiques, émotionnelles. Le mental est plus subtil que ces plans-là. Mais il peut aussi s'ouvrir à des sources en haut, plus élevées que lui, plus subtiles, à des vibrations subtiles qu'il entend de notre être profond en particulier, du mental supérieur, comme on dit,
Ce sont toutes les aspirations d'évolution, d'amour, toutes les intuitions supérieures que l'on peut avoir, toutes ces tendances intérieures profondes que notre mental peut aussi capter. Et là, c'est un tout autre domaine, c'est une toute autre source. C'est ce qu'on appelle écouter le silence, parce que notre être profond ne parle pas, il ne communique pas par mots, mais il émet des vibrations, et ces vibrations, notre mental peut les écouter, les entendre. On a la possibilité d'élargir tous nos sens sur tous les plans. Les sensations que l'on connaît beaucoup sur le plan physique en général, elles existent aussi sur le plan émotionnel. On les connaît aussi assez bien. On dit souvent « Oh, cette personne-là, je ne la sens pas ». C'est une sensation sur le plan émotionnel. Il y a un atome crochu qui ne passe pas par rapport à cette personne. C'est une sensation sur le plan plus subtil, émotionnel. Et les sens comme ça, sur tous les plans, se prolongent, se développent jusqu'au plan spirituel, jusqu'au plan de notre être intérieur, de notre être profond. Au-delà de ce qui est dit, on entend souvent plus profondément la réalité de l'autre. Quand quelqu'un nous dit « je vais bien », on entend facilement que derrière, la réalité n'est pas aussi positive, qu'il y a quelque chose de plus délicat derrière. Je fais ça pour votre bien. Bon, on peut peut-être regarder si l'intention est vraiment si positive et si claire que ça. On peut assez facilement entendre, sentir, au-delà du plan physique, jusqu'au moins sur le plan émotionnel, les sens subtils comme ça nous donnent une toute autre dimension. Et donc, notre mental est capable d'entendre ces sens, ces vibrations sur tous les plans, y compris sur le plan spirituel, sur le plan de notre être intérieur. Le mental est un sens, c'est comme une parabole, c'est comme une antenne parabolique qui est souvent tournée vers le bas, donc vers les sensations ou les émotions. Ça, c'est notre intellect qui met en forme beaucoup ces plans assez fondamentaux en nous. Notre intellect bavard qui parle et que l'on souhaite arrêter en spiritualité. Mais la parabole peut aussi être redressée, être tournée vers le haut. Et là, on est plus dirigé vers le mental supérieur et on acquiert un mental qui est totalement différent, qui est silencieux, qui perçoit les vibrations, mais qui, a priori, dans un premier temps, n'émet pas de commentaires. Et il peut se laisser télécharger par ces vibrations. Il peut les recevoir, les imprimer en lui comme un téléchargement de vidéos, de programmes sur Internet. Il faut un peu de temps, il faut y revenir le cas échéant, c'est souvent utile. C'est comme une impression, comme lorsque les cosmologistes veulent avoir une image des étoiles. Bon, ils ne peuvent pas faire comme les photos argentiques traditionnelles, clic-clac, et la plaque est imprimée. Ils sont obligés de laisser un temps d'ouverture, d'impression beaucoup plus large, beaucoup plus longue, de façon à ce que la lumière qui n'est pas très forte, qui nous parvient des étoiles, arrive à imprimer la photographie. Donc, de même, au niveau de notre mental supérieur, il va falloir se concentrer, être réceptif et recevoir dans la durée ces vibrations de façon à ce qu'elles nous impressionnent et elles s'inscrivent en nous.
Et souvent, il faut y revenir pour que l'impression se prolonge et se complète. À partir de cette impression, de ce téléchargement, dans un deuxième temps, notre mental intellectuel fait son œuvre, c'est-à-dire que là, il peut mettre en forme, mettre en mots ce qui a été perçu et en émettre des mots, des phrases, des analyses de façon à pouvoir décrypter ce message, pouvoir le comprendre et l'intégrer. Ce thème du silence mental correspond bien au signe du Sagittaire et à la période actuelle, autour de la pleine lune de fin novembre et les 2 premiers tiers de décembre. Cette année 2002, la pleine lune sera le jeudi 8 décembre. Le Sagittaire, on ne parle pas seulement des personnes de signe ou d'ascendant Sagittaire, c'est les énergies de la période qui nous touchent tous, quel que soit notre signe de naissance et notre ascendant. La vie répond à des cycles, à des rythmes. Un cycle important est celui de l'année, avec ses différentes phases, ses différentes étapes. On connaît dans nos régions les 4 saisons, 4 temps qui marquent bien la vie annuelle. Et à l'intérieur de chaque saison, on peut diviser en 3 qui donnent 12 signes, 12 périodes correspondant aux signes astrologiques. La science des rythmes, la science des cycles est en augmentation et va croître sensiblement pendant ce que l'on appelle l'ère du Verseau, dans laquelle on est bien rentré maintenant. C'est une science qui est de plus en plus importante. Le Sagittaire, c'est un signe de concentration dans une direction. Il fait face aux Gémeaux, il le complète et ensemble forment une synthèse riche et une unité. Les Gémeaux, c'est un signe de mouvement, d'expérience intense, qui est très vivant, qui est très potentiellement riche, qui peut aussi être instable, qui peut bouger pour bouger. On en avait parlé dans la conférence « Rester stable au cœur du mouvement de la vie ». En Sagittaire, c'est complémentaire, c'est-à-dire que on se donne une direction et on est concentré dans cette direction. Le symbole du Sagittaire, c'est le centaure qui tire une flèche vers le haut et qui suit sa flèche. La flèche est un symbole d'aspiration, très souvent. Une aspiration qui donne une direction, qui donne un but, et on cherche à atteindre ce but. Une fois qu'on l'a atteint, on peut lancer une autre flèche, se donner un autre but. Le symbole du Sagittaire est le centaure dans un premier temps, qui tire sa flèche. Ensuite, ça devient l'image de l'archer à cheval, c'est-à-dire que l'on n'est plus uni à la partie animale en nous, on la maîtrise, on la monte. C'est une énergie en nous qui est importante, mais c'est l'humain qui maîtrise l'aspect animal, qui dans un premier temps, dans le centaure, est uni à l'humain qui est regroupé avec lui. Un élément qui correspond bien au signe de Sagittaire pour moi, c'est le laser. Laser qui est une lumière avec une seule couleur et où toutes les ondes sont en phase, qui donne une énergie, qui donne une force à la lumière du laser. Le Sagittaire, pareil, a cette force de concentration dans une direction et dans un seul domaine à la fois. La concentration donne de la force, donne un pouvoir, et c'est pourquoi il est important, particulièrement en Sagittaire, de développer la qualité d'innocuité, ne pas nuire, qui est une qualité importante pour chacun, mais dans les signes d'autant plus forts, il est important de la développer. Et entre autres, en Sagittaire, de maîtriser la parole, de maîtriser la pensée. Nos paroles, dans un premier temps, c'est le plus facile, puis progressivement nos pensées. De diriger sa parole, sa pensée, le mieux possible.
Le Sagittaire est un signe de feu, de fin d'automne, période d'intégration de l'année, de fin d'année, de fin du cycle annuel. Il exprime une maturité dans la symbolique du zodiaque. Ça ne veut pas dire qu'il est plus évolué que quelqu'un du signe du Bélier, premier signe de l'année par exemple, parce que c'est une spirale, on passe par différentes boucles de la spirale, mais symboliquement il exprime une maturité. Et le feu, l'élément feu est très relié au mental. On le voit particulièrement dans le mythe de Prométhée. Lorsque Prométhée dérobe le feu aux dieux, c'est le mental que les humains acquièrent à travers lui, qu'ils commencent à développer. Et Jupiter le condamne à être enchaîné. Ça correspond bien au mental qui, dans un premier temps, est longuement collé à l'émotionnel. Il fait comme ventouse avec l'émotionnel. On ne peut pas l'en détacher, il est enchaîné et dans la souffrance pendant tout un temps, de même que le mental collé à l'émotionnel engendre largement la souffrance. Et Hercule, symboliquement, le libère en Capricorne, qui est le signe de maîtrise par excellence. Alice Bailey met en correspondance chacun des 12 signes avec les 12 travaux d'Hercule. Le Capricorne correspond au travail de destruction de Cerbère où Hercule descend au fond de la terre et va libérer Prométhée. Le Sagittaire est donc le signe de feu de fin d'année. Le premier signe de feu est le Bélier et à ce niveau-là, on commence à se rendre compte de la force, de l'importance des pensées. C'est ce que nous enseigne largement ce signe. Toutes les pensées de séparation, le dénigrement, le racisme ou encore un complexe, le doute de soi. Les pensées qui vont jusqu'aux obsessions, jusqu'à former un casque autour de nous, elles sont porteuses de malheur. Le travail d'Hercule qu'Alice Bailey met en relation avec le Bélier, c'est la capture des cavales mangeuses d'hommes. Nos pensées sont comme ces chevaux sauvages qui détruisent toute la région, qui anéantissent jusqu'aux personnes. Voilà, nos pensées, lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, sont source de malheur. On le rencontre plus d'une fois et c'est l'importance d'arriver à les canaliser, à les maîtriser comme on arrive à le faire plus après dans le signe du Sagittaire. En Bélier, Hercule connaît une semi-réussite et encore beaucoup au niveau personnel. Au niveau du Sagittaire, le travail d'Hercule qui correspond est l'extermination des oiseaux de Stymphale. Et là, Hercule répond beaucoup plus par l'intuition profonde et il dégage, il élimine les oiseaux en faisant résonner 2 cymbales et en émettant le son Om qui nous élève à l'intérieur, qui nous élève dans le silence et qui l'approfondit. Une expression de la sagesse en Sagittaire, c'est de savoir se taire. C'est une grande forme de sagesse qui n'est pas forcément simple. On a tous tendance à parler beaucoup de nous-mêmes parce que nous sommes tous très importants pour nous-mêmes. Savoir se taire par rapport à toutes ces émotions, tous nos commentaires, toutes nos opinions est souvent bénéfique. Savoir éviter de parler des autres aussi, qui devient vite de la critique, il est bien, mais voilà, il y a toujours des réserves et on arrive à avoir une expression facilement négative par rapport aux autres. Ça nous valorise en contre-coup, c'est une façon de se donner de l'importance aussi. Et même si la critique est positive, c'est encore un jugement par rapport à l'autre, c'est encore une façon de se séparer des autres, de se mettre en position de juge. Éviter de parler trop par rapport aux autres aussi est une bonne chose. On a tendance à étaler nos connaissances. Tu devrais faire cela, si j'étais toi, je ferais comme ça. Les bons conseils que l'on peut donner, plus d'une fois, ça peut être bénéfique de savoir se taire.
Le Sagittaire est un intermède de silence, on commence à bien le sentir, ça correspond à un passage du rituel des francs-maçons qui demandait, pendant une phase, un temps de silence. On trouve ça par exemple dans la Flûte enchantée, l'opéra de Mozart, qui est bien inspiré du rituel franc-maçonnique, où il y a cette phase de silence qui est demandée au héros. Et savoir se taire, ça permet de plus en plus au mental de se mettre à l'écoute, de pouvoir se tourner vers le haut, vers les vibrations de l'être intérieur et de recevoir de plus en plus ces vibrations dans le silence. C'est important de pouvoir tourner notre mental vers le haut comme ça et vers le silence. En particulier, ça permet d'aller au-delà des croyances. Croire à quelque chose est une couche assez superficielle. L'ère des poissons était bien reliée aux croyances. Il correspond dans la science des 7 rayons, vous en avez peut-être entendu parler, qu'a transmise Alice Bailey. Il correspond fortement au rayon 6, rayon d'idéalisme et de dévotion. C'est une période qui a été marquée beaucoup par les religions, où elles ont été très importantes, et la croyance était importante. Croire ou ne pas croire, c'était la question fondamentale pendant cette période. Elle a développé beaucoup les idéaux qui n'étaient pas du tout présents il y a 2200 ans au début de l'ère des poissons. Maintenant, les idéaux de liberté, d'égalité sont courants, sont normaux. Ça n'était pas le cas du tout avant, donc c'était la progression importante qu'a amené l'ère des poissons et ce rayon 6. Maintenant, on entre dans l'ère suivante du Verseau, qui est beaucoup plus inspirée par le rayon 7, rayon de structure, d'ordonnancement, et la connaissance va être beaucoup plus importante. Elle est déjà, on le sent, beaucoup plus importante, n'est plus trop à l'ordre du jour de croire, mais plus de savoir, de connaître. Croire en Dieu d'amour n'a pas évité les drames que l'on a connus pendant l'ère des poissons, la Saint-Barthélemy entre chrétiens, les guerres de religion par rapport aux musulmans, l'Inquisition, tout cela qui a été fait largement au nom d'un Dieu d'amour. C'était cette période-là. On a beaucoup développé les idéaux, nos idéaux, et maintenant il s'agit de les ancrer beaucoup plus, de les mettre en forme et en réalité. Croire en la réincarnation, qu'est-ce que ça change? Est-ce que quand on approche du décès, ça change beaucoup? Quand on est malade, croire en la réincarnation, est-ce que ça amène beaucoup de différences? Est-ce qu'on a une vision sur le long terme, comme on peut avoir si on le sait vraiment, si on intègre vraiment cette notion de réincarnation? Est-ce qu'on voit que chaque existence est comme une journée pour notre être profond? Si on regarde les autres dans cet esprit-là, peut-être que nos jugements s'abaissent par rapport aux autres. Si on voit quelqu'un qui ne fait pas grand-chose de sa vie, selon nous, il est peut-être dans une journée de repos par rapport à notre être profond. Il est peut-être en train de soigner quelque chose qu'il a vécu la journée précédente. Il est peut-être dans une journée pluvieuse. Voilà, les jugements diminuent si on intègre vraiment cette notion de réincarnation. Y croire ne change pas forcément beaucoup de choses. Orienter notre mental vers le silence intérieur permet d'aller au-delà de la croyance et même du savoir, et aussi du savoir. Il ne suffit pas non plus de connaître intellectuellement, de savoir intellectuellement. Là encore, c'est une connaissance inférieure, dans le mental inférieur, et ça n'ouvre pas de nouvelles perspectives importantes. Je sais que je ne suis pas le centre du monde, je sais qu'il y a maintenant 8 milliards d'êtres humains sur la Terre.
Je sais que la Terre n'est pas au centre de l'univers depuis Copernic et Galilée, et que même notre Soleil n'est pas au centre du monde, même notre galaxie, mais il reste qu'au niveau de la personnalité, j'ai facilement tendance à me sentir au centre du monde. Le savoir ne change pas beaucoup la réalité à ce niveau-là. On croit tous savoir ce qu'est l'amour. Souvent, on ne le vit pas, en fait. Au nom de l'amour, au nom d'un Dieu d'amour, tout ce que l'on a pu faire. Donc, savoir intellectuellement, savoir par le mental inférieur n'est pas suffisant non plus. Il est important d'aller au-delà. C'est important de s'ouvrir au mental supérieur en tournant notre parabole vers le haut, d'aller au-delà des mots, de vivre vraiment la réalité, de la percevoir directement. C'est un peu comme si, avec l'intellect, on est sur la superficie d'un cercle. Il s'agit de plonger vers le centre, de rentrer vers le centre du cercle, de faire l'expérience du centre et pas seulement de tourner autour avec les pensées intellectuelles. Donc par l'écoute intérieure, par l'écoute attentive, profonde, on arrive à un toucher intérieur, c'est une autre étape qui donne une connaissance beaucoup plus directe. Le toucher fait passer du virtuel au réel. Quand on achète un tissu, un vêtement à distance sur Internet, par exemple, quand on le reçoit, on est facilement déçu. Quand on le touche, on se rend compte que l'image que l'on avait, l'image que l'on s'est faite, était superficielle et ne correspondait pas vraiment à la qualité du vêtement, du tissu que l'on pensait. De même, et toucher les bébés, c'est un élément important de leur développement. C'est même une question vitale. À la limite, si un bébé n'est pas du tout touché, sa vie peut être en danger. L'expérience a été faite sous Ceausescu en Roumanie, où les enfants de l'assistance étaient nourris, soignés, bien, mais pas du tout touchés. Et on s'est aperçu que aucun d'entre eux n'avait de qualité relationnelle et même leur vie a été remise en question plus d'une fois. Donc, par l'écoute, on arrive à cette réalité du toucher, cette connaissance interne, intérieure, profonde, et ça va être l'expérience de la méditation. Et là, on peut toucher ce qu'est l'amour, on peut le sentir vraiment et découvrir toute sa dimension. Les livres nous disent que l'amour, en définitive, c'est la raison pure. Voilà, ça ouvre toute une dimension que l'on ne conçoit pas d'habitude et que l'on peut progressivement toucher, acquérir par l'écoute intérieure et par la méditation. On peut préciser ce que l'on appelle méditation mentale en particulier, qui correspond à ce cheminement. Le premier temps, c'est toujours l'immobilité. On commence par se calmer, par calmer notre intellect par l'immobilité. On ferme les yeux pour limiter les sensations visuelles. On rentre en soi de plus en plus pour faire de plus en plus le calme et le silence intérieur. Méditer en faisant la vaisselle ou en conduisant de cette façon-là, ce n'est pas possible. On a besoin vraiment d'être à l'intérieur de soi, d'être le plus immobile et de rentrer à l'intérieur de nos sensations profondes. Après, on calme l'émotionnel de plus en plus. Une image porteuse pour ça, c'est un lac. Un lac calme correspond bien à un émotionnel calme. C'est une image qui aide à calmer de plus en plus l'émotionnel. Et puis, on va se concentrer au niveau du front. C'est le centre de notre personnalité. Le centre où notre personnalité peut synthétiser et maîtriser les différents plans physiques, émotionnels
et intellectuel. C'est un centre de synthèse, de direction, et on peut donc se rendre disponible au niveau de la personnalité pour la méditation. C'est ce que l'on va pouvoir expérimenter après. Dans un deuxième temps de ce cheminement de méditation, eh bien, on va diriger notre conscience au-dessus de la tête, quelques centimètres. C'est le centre coronal, un autre centre d'énergie qui correspond à notre être profond. En faisant cela, eh bien, on oriente la parabole vers le haut. On dirige notre mental vers le haut. On se donne à cette partie profonde en nous-mêmes, cet être collectif, cet être uni aux autres à l'intérieur de nous-mêmes, et on se met donc à l'écoute des vibrations qu'il peut émettre. On tend l'oreille en silence. Il y a une tension et un silence en même temps, comme si on essayait d'écouter quelque chose qui est difficile à comprendre, comme si quelqu'un d'important nous parlait, disait quelque chose d'important et que l'on fasse un effort pour le comprendre. Donc à partir de là, il y a un téléchargement dans notre mental supérieur avec un peu de temps. On se maintient sur cette impression en cours qui se prolonge et qui s'approfondit. Souvent en méditation, on dit « je n'ai rien reçu ». Voilà, le but n'est pas de recevoir quelque chose dans un premier temps. Il est important d'être détaché des réponses et des résultats. La méditation a des effets, mais pas les attentes que l'on a, pas les résultats que l'on attend. On aura petit à petit, après coup, des nouvelles idées qui viennent, peut-être en cours de méditation, peut-être après, peut-être en discutant avec quelqu'un, une nouvelle façon de sentir, des nouvelles valeurs qui prennent de l'importance, des qualités en nous qui se développent, des attitudes qui se transforment progressivement. Donc dans un premier temps, c'est possible que l'on n'ait rien, c'est normal, ça fait partie du téléchargement, ça veut dire que le téléchargement n'est pas terminé, donc eh bien il y a à prolonger, à continuer. Et après, progressivement, notre intellect pourra mettre ça en mots, en phrases, pourra le décrypter pour arriver à un message que notre cerveau peut comprendre. C'est important de se détacher dans la méditation de l'attente de résultats, de vouloir diriger dans un sens l'énergie contactée. Il n'y a pas à vouloir diriger les effets vers tel ou tel. Il y a à être détaché aussi de remerciements, parce que quand on rend service, merci beaucoup, on reçoit beaucoup de remerciements, de gratitude. Là, c'est dans le silence. C'est invisible, a priori. On n'aura probablement pas de remerciements, de gratitude. Il y a aussi un détachement à avoir par rapport à ça. C'est un don, on s'offre à un service qui passe à travers nous. Le détachement est important dans ce travail, dans cette pratique de méditation. Bien, je vous propose que l'on l'expérimente, que nous le pratiquions pour sentir cette ouverture du mental au silence, à cette dimension supérieure à l'intérieur de nous-mêmes. Et sentir que l'on peut recevoir ainsi des réponses et progressivement avoir des effets en nous et à travers nous, dans le monde autour de nous. C'est comme ça que le monde, en définitive, peut cheminer, peut avancer. C'est par la méditation, sous une forme ou sous une autre, que les nouveautés arrivent dans le monde, y compris les nouveautés scientifiques. Ils ne font pas de méditation sous cette forme-là, mais ils arrivent à dépasser le mental intellectuel, à arriver au silence, à l'intuition profonde, et c'est là où ils peuvent réellement amener du nouveau dans le monde. Voilà, je vous propose donc de vous immobiliser
calmement. De fermer les yeux. De prendre contact avec votre corps, votre respiration. Et nous commençons par nous concentrer au niveau du front, entre les sourcils. C'est le centre de notre personnalité. Nous pouvons respirer pour approfondir notre concentration. Et pendant que nous sommes à ce niveau, nous pouvons considérer combien la personnalité se voit au centre. Combien elle ramène les événements à elle-même. Ça me fait, ça me touche. Combien elle ramène les autres à soi. Qu'est-ce qu'il m'apporte? Il me fait du bien, il me fait plaisir ou non? Et puis, nous allons diriger notre conscience au-dessus de la tête, au niveau du centre coronal, quelques centimètres au-dessus de la tête. Et imaginez à ce niveau-là une grande lumière blanche. Nous mettons à l'écoute attentive des vibrations de cette lumière. Nous tendons l'oreille comme si l'on voulait entendre, comprendre quelque chose de difficile. En silence, sans chercher à rien en ramener.
Nous pouvons entrer dans ce silence. Dans cette lumière, nous pouvons nous expandre horizontalement jusqu'à rejoindre les autres. Cette lumière nous relie aux autres. À nos proches, aux autres méditants, autour de nous, en France, en Europe, dans le monde. Nous sommes tous reliés dans cette lumière. Au-delà, elle nous relie à tous les humains. Nous sommes tous reliés dans cette grande lumière de l'humanité. Et on peut considérer que c'est un grand réseau dont nous sommes chacun un nœud et qu'il n'y a pas de centre. En réalité, nous formons un grand réseau sans centre. Et nous pouvons toucher à ce niveau-là l'unité ensemble, cette unité que nous appelons amour. Nous pouvons toucher là la réalité de l'amour. Derrière les événements, au-delà des événements,
au fond, l'amour qui nous relie tous. On peut sentir sa réalité, son évidence. Et puis, nous pourrons revenir au niveau du front, reprendre contact avec notre corps, en insistant sur l'expiration, laissez diffuser tout ce qui a pu être contacté, consciemment ou non, dans cette conférence, dans cette méditation. Le laissons diffuser en nous et autour de nous, afin que cela fasse son œuvre. Nous reprenons contact avec notre respiration, avec le point d'appui. Et quand nous sommes prêtes, nous pourrons ouvrir les yeux, reprendre contact avec la pièce. J'espère que ça s'est bien passé. N'hésitez pas donc à renouveler cette pratique de façon à l'approfondir, de façon à ce que l'impression augmente, que le téléchargement se poursuive. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.